Nouveau croissant défensif se dessinerait au Moyen-Orient. La Turquie, l'Arabie Saoudite et le Pakistan ont signé un accord de défense de et à la Mecque. Toute attaque armée contre l'un sera considérée comme une attaque contre tous. On dit l'accord inédit, stratégiquement révolutionnaire pour la région. Mais au-delà des superlatifs et autres slogans, quelles en seraient les retombées de cet espace ou sur cet espace moyen-oriental? Une alliance viendrait-elle supplanter l'alliance américano-sioniste de la région? Chercherait-on à faire bloc également à d'autres puissances, l'Inde ou les Émirats arabes unis, pour ne citer que ces exemples? Dit les choses plus simplement, est-ce un pas inédit pour une nouvelle restructuration de l'architecture régionale? On en parle, à tout de suite. De cette entente. Alors, au-delà de la symbolique diplomatique du sommet trilatéral réunissant les trois dirigeants, Pakistan, Turquie et Arabie Saoudite, quelle lecture donner à chaud à l'événement? Est-ce un pas, par exemple, un pas de plus vers un monde multipolaire? Alors, de toute manière, nous sommes déjà dans un monde multipolaire depuis déjà quelques années avec l'avènement des BRICS et les pays du Sud global. Et je dirais d'autant plus que l'accord signé entre l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan est l'accélérateur d'un phénomène qui existait déjà. Quels ont été les événements accélérateurs? C'est principalement et entre autres le récent conflit entre l'Iran et les États-Unis et Israël, puisque l'ensemble des pays du Golfe réalisent que le parapluie américain sécuritaire qui était censé les protéger, les protège de pas grand-chose finalement. Et c'est le message qu'a voulu envoyer l'Iran, justement par rapport, on va dire, aux petits bombardements qu'ils ont opérés dans la région. Donc, en fait, cet accord, c'est un accélérateur de quelque chose qui était déjà présent. Et donc, c'est un événement structurant qui va construire une architecture de sécurité régionale plus autonome, qui va combiner la puissance financière saoudienne, la puissance militaire nucléaire pakistanaise et la puissance militaro-industrielle turque. Et donc cet accord intervient à un moment où les monarchies arabes du Golfe réévaluent profondément leur architecture de sécurité, puisqu'on sait que les États-Unis ont été le principal garant extérieur de la sécurité du Golfe et les accords de Quincy en 1945. Il faut préciser cependant que ce rapprochement n'est pas apparu hier, puisque déjà en septembre 2025, l'Arabie Saoudite et le Pakistan signent déjà un Strategic Mutual Defense Agreement stipulant qu'une agression contre l'un d'entre eux sera considérée comme une agression contre l'autre. Qu'en janvier 2026, le ministre pakistanais de la production de défense confirme que Riyad, Islamabad et Ankara travaillent depuis près d'un an à un accord trilatéral distinct. Et Reuters, l'agence Reuters, en mai 2026, avait révélé que le Pakistan avait déployé en Arabie Saoudite environ 8000 militaires, un escadron de chasse et un système de défense aérienne dans le contexte de la guerre d'Iran. Donc c'est davantage l'aboutissement d'une convergence stratégique qu'une réaction improvisée. Donc on le voit, il y avait beaucoup d'indices qui introduisaient cet accord qui a donc été signé hier à Jeddah. On reste encore un tout petit peu sur cette notion de l'émergence d'un monde multipolaire, c'est-à-dire ce monde où les États mettent l'accent sur leur sécurité en ne faisant plus qu'à des alliances traditionnelles ou historiques, en tout cas, en tentant peut-être un peu plus de les nourrir, de les déborder. Voilà. On se rappelle il y a quelque temps, par exemple, quand Erdogan critiquait Riyad pour avoir commis un génocide au Yémen. Qu'est-ce que c'est, Karim? À quoi on assiste? C'est le pragmatisme qui prime sur fond de cadre sécuritaire dans une région où l'échiquier change vite? Oui, c'est le retour. C'est le retour au pragmatisme et au réalisme. Et vous avez raison de le souligner, l'ordre mondial de 1945 n'existe quasiment plus, puisque, on l'a dit dans de nombreux débats, que le droit international est tellement bafoué qu'il est devenu une feuille de papier sans intérêt
malheureusement. Le message qu'ont envoyé certains pays occidentaux, dont les États-Unis, était de dire, eh bien, le droit international ne sert à rien. On ne peut pas faire confiance aussi aux Américains, puisqu'on l'a vu, l'Israël peut commettre un génocide sans aucune sanction. Donc, il est nécessaire pour l'ensemble des pays d'avoir leur propre stratégie, leur propre autonomie, et puisque on ne peut pas faire confiance aux Occidentaux puisqu'ils n'ont pas de parole, et puis qu'ils autorisent encore aujourd'hui au XXIe siècle des phénomènes de colonisation, ce que fait Israël en Cisjordanie, donc on a envie de dire qu'il est normal qu'il y ait une reconfiguration. Alors pourquoi, vous l'avez souligné, une réunion de pays qui peuvent avoir des contradictions? Parce que c'est une réunion extraordinaire de 3 pays complémentaires. Dans cet accord, si on veut rapidement entrer dans les détails, l'Arabie saoudite, elle va apporter sa puissance financière et énergétique, donc une position centrale dans le monde arabo-musulman, capacité d'investissement militaire considérable, un point énergétique, et sa puissance militaire, il faut le rappeler, supérieure à son autonomie militaire. Le Pakistan, c'est une puissance militaire et surtout nucléaire. Donc, le Pakistan apporte quelque chose qu'aucun autre grand État musulman ne possède, cette arme nucléaire. Islamabad dispose par ailleurs d'une armée considérable, d'une expérience opérationnelle importante, de missiles balistiques, d'une aviation significative et d'une longue coopération militaire avec l'Arabie saoudite. Et enfin, pour ce qui concerne la Turquie va apporter la troisième pièce du puzzle, puisque la Turquie dispose de la 2e armée de l'OTAN en effectif, d'une industrie de défense extrêmement dynamique, de drones Bayraktar, de missiles, de systèmes électroniques, de capacités navales, d'une industrie aéronautique en développement et d'une expérience opérationnelle en Syrie, Irak, Libye, Caucase. Et la Turquie est devenue progressivement exportatrice de sécurité et d'équipements militaires. Donc, c'est probablement la formule la plus efficace et la réunion, en fait, d'un certain réalisme et pragmatisme pour une défense régionale qui, on va le voir peut-être tout à l'heure, s'orientera vers l'Iran, voire Israël. Merci de rappeler ces atouts, Karim, des 3 puissances donc régionales que sont le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie. Alors la question qu'on aurait dû peut-être poser d'emblée, pourquoi cette alliance maintenant et pourquoi et contre quoi précisément? Alors, pourquoi? La première raison, je l'avais plus ou moins évoquée tout à l'heure, c'est la crise de confiance envers le parapluie américain. Et ça, c'est un changement majeur. Puis, la guerre du Golfe, l'architecture de sécurité des monarchies arabes reposait très largement sur Washington. Et les événements récents ont montré les limites de cette garantie américaine. Alors, bien sûr, pour parler de l'Arabie saoudite, Riyad ne va pas rompre avec Washington, cherche plutôt à ne plus dépendre exclusivement de Washington. C'est une logique qu'on pourrait qualifier de diversification stratégique de sécurité. La relation avec les États-Unis demeure essentielle, mais elle devient un pilier parmi plusieurs. Et c'est particulièrement important pour l'Arabie saoudite après les attaques contre les infrastructures pétrolières depuis 2019. Et vous avez aussi la complexité des différents pays, des différents protagonistes de cet accord. Je rappellerai le rapprochement opéré grâce à la Chine entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui étaient les frères ennemis. Alors même s'il y a toujours une méfiance entre les 2 pays, cet accord n'est pas forcément dirigé contre l'Iran ou se prémunir d'une attaque contre l'Iran. C'est un moyen de dissuasion comme l'est l'arme nucléaire. C'est de dire, attention, nous avons un accord, mais cet accord dans le même sens, et c'est toute la complexité de la géopolitique, ne va pas forcément dire qu'il y aura une riposte militaire du Pakistan, de l'Arabie saoudite et de la Turquie. Donc, on est toujours dans la complexité de la recomposition du monde, et cet accord, elle s'inscrit vraiment dans une stratégie de défense régionale, et c'est aussi implicitement le message qu'a déjà envoyé l'Iran aux États-Unis pour dire le Moyen-Orient, on a envie de dire que le linge sale se lave en famille, donc les problèmes du Moyen-Orient doivent se régler
avec les pays du Proche-Orient. Et ce nouvel arc, composé de l'Arabie saoudite, de la Turquie et du Pakistan, quelque part, c'est envoyer le même message aux États-Unis tout en conservant des relations diplomatiques traditionnelles, de dire nous allons aussi prendre en charge la stabilité régionale. Nous n'avons pas besoin qu'un État tiers, qui plus est occidental, qui a fait preuve de beaucoup de maladresse et de trahison, les Turcs, et puis pour remonter à l'Empire ottoman, s'en rappelle encore il y a près d'un siècle. Donc c'est aussi une manière de dire nous allons commencer à être autonomes et à faire fonctionner notre diplomatie, mais aussi notre dissuasion militaire et quelque part nucléaire avec le Pakistan. Alors c'est une alliance tripartite. Pourtant, Karim, on a retenu cette déclaration, c'est-à-dire celle qui a fait couler déjà beaucoup d'encre, à savoir, on a dit, hein, c'est les émissaires des trois pays qui l'ont répété ensemble, c'est-à-dire une attaque contre l'un des trois signifierait une attaque contre tous. Comment comprendre donc cette devise qui sonne comme une menace, faut le dire? Alors, rappelons que ce n'est pas cet accord tripartite, c'est pas, on va dire, pardonnez-moi l'expression, une OTAN sunnite ou musulmane anti-iranienne ou encore moins anti-américaine. La Turquie et le Pakistan entretiennent eux-mêmes des relations importantes avec l'Iran pour parler de l'Iran, et le Pakistan ne peut pas se permettre une confrontation structurelle avec l'Iran. Le Pakistan partage 900 km de frontières. Et de plus, le Pakistan doit gérer simultanément l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde, les questions baloutches et les mouvements transfrontaliers. Donc, transformer, puisqu'on parle de l'Iran en ennemi permanent, c'est stratégiquement extrêmement coûteux. Donc, je dirais que l'accord est beaucoup plus symbolique que vraiment opérationnel, puisque on ne connaît pas encore l'ensemble des détails de cet accord, même si les relations sont extrêmement complexes. D'autant plus, je parlais de l'article 5 de l'OTAN. Puisqu'on parle de la Turquie, pour parler de la Turquie, elle est membre de l'OTAN. Donc on peut se poser la question, comment la Turquie peut-elle appartenir à deux systèmes de défense collective? Mais on a déjà plus ou moins la réponse, hein, c'est qu'il n'existe pas nécessairement de contradiction automatique. L'article 5 de l'OTAN concerne les conditions précises définies par le traité de l'Atlantique Nord, et ce nouvel accord de la Mecque constitue un engagement distinct. Donc, ce qu'il faut plutôt se demander, si la Turquie était impliquée dans une crise au Moyen-Orient au titre du pacte de la Mecque, eh ben, l'OTAN ne serait pas automatiquement engagée. Donc ça signifie qu'il faut distinguer l'engagement turc dans le pacte par rapport aux engagements automatiques de l'OTAN. Ça, c'est essentiel. Il y a les intentions, il y a la symbolique, et puis il y a aussi le réalisme, puisque sinon tout serait ouvert à une guerre entre tous ces pays. Justement, on l'a dit au début de notre conversation, c'est-à-dire le monde multipolaire, c'est un monde où on peut tisser plusieurs alliances et, oui, établir des coopérations. En même temps, la Turquie, on le rappelle, là vous l'avez dit, scelle une alliance en faisant partie de l'OTAN. L'Arabie saoudite a déjà un pacte, vous l'avez rappelé tout à l'heure, sécuritaire avec l'Iran sous l'égide de la Chine. Bien sûr, il y a l'invariable trait d'union entre l'entité sioniste et les États-Unis. Tous ces fils vont, si je puis me permettre, tous ces fils vont finir par, au risque de se toucher, pour un risque d'explosion généralisée, ou plutôt des digues. On a l'impression que d'un moment à un autre, c'est vrai qu'on joue l'équilibre, mais que le scénario du pire n'est pas à écarter. Ah, bien entendu, on ne peut pas l'écarter. Je parlais de l'OTAN tout à l'heure. Il y a des grands spécialistes militaires qui sont très pragmatiques, qui ne sont absolument pas partisans, par exemple, d'une guerre entre la Russie et l'OTAN, ce qui serait suicidaire. Ils disent en tant qu'experts militaires, on est obligé d'envisager tous les scénarios possibles. Et dans un monde qui est en pleine mutation, c'est ce que nous expliquons au cours de cette émission, on ne peut pas exclure effectivement qu'une digue cède principalement. Mais il va arriver un moment où il va y avoir beaucoup plus de points d'accord et d'achoppement concernant notamment Israël, le problème du génocide de Gaza. Et je dis ça d'autant plus que on sait parfaitement qu'aujourd'hui, les relations entre
les États-Unis et Israël sont remises en question par beaucoup d'Américains, que ce soit dans le camp démocrate, que ce soit même au sein des républicains et surtout dans la population, puisque les Américains se disent mais quel est encore notre intérêt d'avoir cette relation, je dirais, de manière, cette relation inamovible avec Israël, vu ce que fait Israël à Gaza, vu que Israël nous a entraînés dans cette guerre avec l'Iran dont les États-Unis ne sortent pas, on va bientôt célébrer, si j'ose dire, 6 mois de conflit entre les États-Unis et Israël et puis l'Iran, puisque les États-Unis considéraient que ce serait qu'ils n'en feraient qu'une bouchée, ce qui n'a pas été le cas. Donc il va y avoir aussi en parallèle, même si on ne peut pas exclure les risques, beaucoup plus de points de convergence contre certains ennemis. Alors, on peut aussi parler de l'Iran, mais on peut parler surtout d'Israël, dont je dirais l'importance régionale peut être mise en question. On sait que les relations entre la Turquie et Israël sont de plus en plus tendues. On sait aussi, puisqu'on parlait de l'autorisation par les États-Unis donnée pour l'Arabie saoudite de développer nucléaire civil, cette autorisation serait soumise aussi en parallèle à un rétablissement des relations entre l'Arabie saoudite et Israël, mais l'Arabie saoudite n'a jamais voulu confirmer cette contrepartie et ce n'est absolument pas un hasard. Dernière chose concernant l'alignement, si vous me le permettez, Karim, il faut rappeler que l'Arabie saoudite avait été intégrée dans les BRICS Plus en 2023, si je ne m'abuse, mais que l'Arabie saoudite n'a toujours pas ratifié, et on ne sait pas si elle va le faire, n'a toujours pas ratifié cet accord, puisque justement, elle veut poursuivre cette politique d'alignement entre plusieurs pays, plusieurs parties, puisque son but n'est pas de se fâcher avec tous les pays, encore moins avec les États-Unis, même si il faut rappeler le comportement outrancier de Donald Trump envers Mohamed Ben Slimane il y a quelques mois concernant justement le conflit avec l'Iran. Même les relations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis en ce moment ne seraient pas au beau fixe. En tout cas, pour revenir au sujet du jour, l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie, 3 États représentant à peu près 350 millions d'habitants, les 3 armées parmi les plus importantes du Moyen-Orient, sans parler d'une influence majeure s'étendant du Golfe Persique à la Méditerranée jusqu'à l'Asie du Sud. Donc cet accord de la Mecque apparaît aussi à un moment qui pose question, c'est-à-dire tout le monde se pose cette fameuse interrogation, il y a un recul américain, comment il s'illustre, comment il se concrétise, à savoir une difficulté d'imposer la dissuasion soit à l'entité sioniste, soit à l'Iran. C'est pour ça que cette alliance aussi pose question par rapport au momentum. Absolument. Mais rappelons cette célèbre formule qu'il n'y a pas d'amitié entre les pays, il n'y a que des intérêts. Chacun des 3 pays ont des intérêts mutuels. Pour se concentrer par exemple sur le Pakistan, il y a une motivation beaucoup moins idéologique qui concerne l'économie. Ce rapprochement, il permet d'accroître leur influence, mais aussi d'attirer davantage d'investissements saoudiens. C'est important pour le Pakistan, dont la relation avec l'Arabie saoudite a historiquement comporté une forte composante financière. Par ailleurs, Riyad a longtemps soutenu Islamabad lors des crises économiques, tandis que le Pakistan assure depuis longtemps des fonctions de formation et de sécurisation en Arabie saoudite. Donc, ce pacte repose également sur un échange implicite, sécurité pakistanaise versus soutien économique saoudien. Pour la Turquie, il y a une logique économique et industrielle, puisque ce pacte offre une opportunité de faire de l'industrie turque de défense un des piliers de l'architecture régionale. Les drones, la défense aérienne, les missiles, la navale, la guerre électronique, des véhicules blindés. Dans ce cas précis, Riyad apporte une nouvelle fois les financements nécessaires à la montée en gamme, et Ankara apporte les technologies et Islamabad apporte une base industrielle supplémentaire à un marché militaire important. On pourrait, c'est une hypothèse, voir apparaître un énorme complexe militaro-industriel transnational musulman, au moins partiellement autonome des États-Unis et de l'Europe. Et puis, dernière chose, il faudra effectivement parler également de l'influence des pays voisins comme l'Inde et la Chine, puisque le Pakistan s'inquiète du renforcement des relations entre l'Inde
et les monarchies du Golfe. Il faut savoir que l'Inde a aussi de bonnes relations avec Israël. Donc le développement de la relation stratégique avec Riyad permet aussi d'éviter que le Golfe ne bascule trop fortement vers New Delhi. Le Pakistan et la Turquie, on le sait, sont des pays plutôt hostiles à l'entité sioniste. Est-ce que, par exemple, ils tenteraient de faire en sorte que les Saoudiens reportent tout bonnement, stop définitivement leur incorporation aux accords d'Abraham? Est-ce que c'est une option? Est-ce que c'est une possibilité? Alors oui, c'est une possibilité, on ne peut pas l'exclure. Maintenant, de vous à moi, quel serait l'intérêt pour l'Arabie saoudite de le signer, surtout à aujourd'hui, en 2026, où les États-Unis ont perdu une certaine crédibilité sur le respect de la parole donnée, sur aussi la protection que garantissait le parapluie américain, sachant qu'aujourd'hui l'Arabie saoudite multiplie ses partenariats, celui-ci comme tant d'autres. Donc, l'accord de défense trilatéral signé à la Mecque entre l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie soulève de nombreuses questions géopolitiques. Quel est réellement l'objectif de cette alliance? Et surtout, l'Algérie pourrait-elle rejoindre cet accord ou développer un partenariat similaire avec ces puissances? Une analyse des enjeux stratégiques, militaires et diplomatiques de cette nouvelle configuration dans le monde musulman. Quel serait l'intérêt pour eux? Je pense que ces accords d'Abraham et Israël cherchent justement à attirer des pays comme la Syrie et le Liban, puisqu'il y a des intérêts financiers et aussi des intérêts de stabilisation géopolitique. Il n'est pas dit et il n'est pas certain que l'Arabie saoudite signe ces accords. Du moins, certains alliés vont les dissuader, comme le Pakistan et la Turquie. Et il faut savoir aussi que Mohamed Ben Salman a beaucoup d'ambition pour son pays. Il a comme ambition de sortir lentement mais sûrement de revenus pétroliers pour diversifier les revenus de l'Arabie saoudite. Donc, quel serait l'intérêt pour l'Arabie saoudite de signer cet accord d'Abraham qui, en plus, on le sait, ne garantit pas la sécurité des Palestiniens et ne garantit pas un État palestinien, puisque les Saoudiens ont quand même rappelé, c'est quand même ce point qui est d'un choquement qui est très important. Donc, ce n'est pas demain, selon moi, pour moi, que ces accords seront signés. Alors Karim Belgassem, dernière question. On l'a dit, la signature tripartite dite de l'Alliance défensive de la Mecque a été paraphée en grande pompe hier. On observera, on s'interrogera sur la solidité de cette nouvelle alliance face peut-être à une première crise majeure qui nous forcera ou qui les forcera à peut-être nous démontrer le concret de ce qui a été dit, à savoir la coopération stratégique, sécuritaire, la complémentarité à plusieurs échelons. Alors quelle pourrait être justement cette première crise qui forcerait ces trois pays à démontrer leur solidarité ou leur solidité par rapport à cette alliance? Alors on peut faire une hypothèse d'actualité, c'est l'Iran. Puisque malgré le fait que l'Arabie saoudite et l'Iran sont des frères ennemis, mais ils ont été rapprochés tous les deux grâce à la Chine, l'Arabie saoudite souhaite nécessairement une confrontation avec l'Iran, puisque l'Arabie saoudite cherche à réduire les tensions avec l'Iran. Encore une fois, par rapport au pragmatisme, il y a ce projet Vision 2030 qu'a l'Arabie saoudite. Ce projet Vision 2030 exige stabilité, investissement, grand projet et diversification économique. Donc, une guerre régionale permanente serait catastrophique pour cette stratégie. Cet accord va dans le sens de l'histoire de toute manière et il était inévitable. Merci Karim Belgassem d'avoir été des nôtres et surtout nous avoir partagé tous ces éléments d'explication. Je vous dis à bientôt. Vous êtes analyste en sécurité internationale et enseignant à Lyon. Merci encore et à très vite. Beaucoup. L'échiquier international se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention. Bonne suite des programmes sur Al-Malikia.